Bonjour à toutes et à tous et merci Charles et Rouen pour l'invitation. Ça me fait plaisir de te revoir, Charles, aussi, de te revoir de manière générale depuis Brugman. Aujourd'hui, je vais parler de... Bon, si vous regardez le programme, ça ne correspond pas au titre qui est dans le programme, mais je comptais parler de ça. Okay, donc c'est prévu. De l'état actuel de la validité du construit d'addiction à l'exercice physique. Alors, peut-être en avant-propos, donc je ne remets pas en question le fait que la pratique intensive de l'exercice peut être problématique. L'idée ici, j'ai envie de positionner la présentation dans une réflexion où on doit se dire, OK, quelle pourrait être la meilleure pratique, la meilleure courant de recherche pour pouvoir justement bien étudier les circonstances dans lesquelles on peut avoir une souffrance psychologique liée à cet surinvestissement à exercice physique et en l'occurrence de se poser la question de est-ce que ces patterns, quand ils sont maladaptifs, excessifs de la pratique de l'exercice physique, est-ce que ils sont bien expliqués quand ils sont conceptualisés tels que actuellement l'addiction les conceptualisée. Donc, au niveau de l'histoire, moi je ne suis vraiment pas du tout un spécialiste de l'addiction à l'exercice physique, mais il y a plus ou moins un an, j'ai été amené à reviewer un papier dans lequel il testait le lien entre addiction et activité physique chez des cyclistes de haut niveau. Et autant moi que le reviewer numéro 2 avons rejeté le papier parce qu'on s'est dit vous mettez en avant des associations positives entre le plaisir, l'estime de soi, le bien-être, la qualité de vie et l'addiction à l'exercice physique. Donc au plus vous êtes addict, au mieux vous êtes dans votre peau. Donc il y a quand même un petit problème, vous pouvez un petit peu nous expliquer. Et l'argument qui a été donné par les auteurs, c'est on a utilisé les GCL qui sont validés d'addiction à l'activité physique. Bon, ok. Le papier a quand même été rejeté, mais moi, ça m'a poussé un petit peu à les gratter, à dire mais c'est quoi en fait ces échelles-là, d'où elles viennent, comment elles ont été construites, c'est quoi l'histoire de ce construit. Alors, il y a énormément de premières choses que j'ai vues dans la littérature, énormément de recherches qui se basent sur la Self-Determination Theory, donc qui indique que pour qu'un être humain se sente bien dans sa vie, se sente épanoui, il doit développer 3 besoins de base, la compétence, un ressenti d'autonomie, un ressenti d'être dans un lien social où il se sent compris. Et donc, en l'occurrence, ces 3 besoins, ils peuvent être construits et venir être nourris par des types d'implications dans l'activité qui sont, qu'on va dire, auto-déterminés. Donc, typiquement, où vous allez être dans des activités où vous allez avoir beaucoup de plaisir, des activités qui sont importantes pour vous parce qu'elles sont en lien avec vos valeurs, qu'elles sont peut-être qui vous permettent d'atteindre des buts qui sont connexes. Donc typiquement, si on prend l'exemple de la musculation, là ici la motivation c'est je vais jamais me retrouver dans des salles de fitness, je m'en fous complètement la musculation, je ne vais pas en faire. La régulation externe c'est je vais en faire pour améliorer mon apparence. Ok, j'aime pas ça, mais au moins je vais être beau. La régulation introjectée, c'est j'ai quand même payé très cher pour aller dans ce centre de fitness, donc je vais quand même y aller parce que je me sens coupable de ne pas y aller, je n'ai pas envie de perdre mon argent. Donc une motivation basée plutôt sur la culpabilité. Et puis une fois qu'on arrive à l'identification, la musculation par exemple identifiée, c'est moi je suis coureur à pied, mais je sais bien que je dois faire des squats pour pouvoir courir plus vite. Donc, j'aime toujours pas ça, mais au moins, je peux faire le lien avec une activité dans laquelle qui me plaît. Motivation régulée, ça va être, je suis coureur à pied, je dois faire la musculation et vraiment, je vais m'impliquer dans ce programme de musculation parce que c'est vraiment... Puis en plus, dans cette salle, j'ai des amis, des choses comme ça. Donc, ça devient quelque chose une pratique pour laquelle je peux m'identifier. Et la motivation intrinsèque, c'est la musculation. J'adore ça, j'y retourne parce que j'adore ça. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on observe avec des échelles de Self-Determination Theory appliquées à l'exercice physique et avec des liens en utilisant des échelles d'addiction à l'activité physique, c'est qu'au plus vous avez un niveau d'addiction élevé à l'exercice physique, au plus vous avez des patterns de motivation autodéterminés qui sont élevés. Il y a de l'introjecté, mais au plus vous êtes addict, au plus
vous aimez cette activité, au plus c'est en lien avec vos valeurs. Et il y a également des liens positifs avec les besoins de base de compétences. C'est quand même un peu bizarre. Alors vous allez dire, ouais, mais peut-être que les gens ne sont pas encore tout à fait addicts, ils sont dans des stades de développement qui sont différents. Mais quand on compare la littérature, alors je ne dis pas que le construit de burn-out est sans souci, mais quand on compare avec la littérature, avec des populations qui sont plus ou moins similaires, on observe le lien opposé. Au plus vous avez un ressenti de burn-out en étant sportif de haut niveau, ben, au moins vous allez témoigner de motivation, de terminer et de besoins de base qui sont remplis. Donc là, déjà, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Donc, l'utilisation ici de l'autodétermination comme une mesure de la validité de construit du concept d'addiction au jeu d'argent, c'est un lapsus, ça c'était avant ça. Ça l'est toujours un peu hein, quand même. En lien avec l'addiction à l'activité physique, ben, c'est quand même problématique. Et je vais vous montrer un exemple qui, moi, m'a assez choqué. C'est donc ces 2 études menées par Edmunds en 2006, alors on va dire sur 2 échantillons qui sont très, très, très similaires. Je pense qu'ils le sont, c'est les mêmes échantillons. Dans un papier publié, ils utilisent l'autodétermination en lien avec les pratiques, l'addiction à l'activité physique. Dans l'autre article, ils utilisent l'autodétermination en lien avec l'implication dans l'activité physique. Les 2 papiers mettent exactement en évidence le même pattern d'association. Une association positive avec des patterns, encore une fois, de motivation autodéterminée, de besoins de base. Donc, au plus vous êtes addict au sport, au plus vous êtes addict au sport, au plus vous êtes impliqué dans le sport, au plus vous allez avoir des degrés d'autodétermination qui sont élevés. Et là où c'est encore plus problématique, c'est au niveau des interprétations. Les interprétations, dans le papier addiction, ça veut dire ils disent que comme il y a des liens, ils s'en foutent un peu que ce soit positif et négatif, mais comme il y a des liens, l'utilisation, la théorie de l'autodétermination, qui a vraiment des concepts et théories clés pour la qualité de vie et le bien-être de l'individu, utiliser cette théorie peut nous apporter des informations sur l'addiction au sport. Et même chose ici. Ici, dans le cadre, utiliser l'autodétermination, ça va vous permettre de mieux comprendre comment les gens peuvent s'impliquer dans le sport. Alors, d'où viennent ces problèmes ? Ici, en l'occurrence, l'échelle qui a été utilisée dans le papier que j'ai reviewé, c'est la short version de l'Addiction Inventory Scale. Alors, typiquement, Charles, tu parlais que moi, je faisais plus de sport avant, donc je faisais plus du basket. Il faut avoir 24 sur 30 pour être addict au sport, ici, avec cette échelle. À l'époque, quand je jouais en compétition, j'étais à 35 sur 30. Quoi. C'était une évidence. Maintenant, en étant coureur du dimanche, je suis peut-être à 24, 25. Et pourtant, je suis vraiment coureur du dimanche. L'exercice est la chose la plus importante dans ma vie. Okay ? À l'époque où moi, j'étais d'un niveau amateur, c'était vraiment quelque chose où j'ai pas mis... Ouais, je pense que j'aurais pu mettre, je ne suis pas dans la peau, j'étais là 10 ans, mais strongly agree ou d'office agree. Je me dispute parfois avec ma famille, mes partenaires, à propos de cette implication. J'utilise l'exercice pour changer mes états d'humeur, mais ça mouille. Au fur et à mesure du temps, j'ai besoin d'augmenter mes séances d'activité physique, etc. Donc ici, on retrouve, pour ceux qui ont été au taux précédent, le fameux vision des addictions sur base de composants de base. Donc ici, c'est des composants qu'on retrouve dans les addictions qui viennent des addictions sur les substances et qui ont été tout simplement utilisés dans les addictions sans substance, ici en l'occurrence, dans l'addiction à l'activité physique. Okay ? Donc, typiquement, moi j'ai fait passer ce questionnaire à mon auditoire de Bac 1 en éducation physique. Les 2/3 sont addicts au sport. Il y a un problème quand même. Il y a un souci. Donc, l'utilisation de ces échelles se capitalise sur une approche confirmatoire. On reprend des anciennes recettes et c'est logique en fait, c'est la première étape à faire. C'est malin. Mais le problème, c'est que normalement, ils auraient dû s'arrêter là, étant donné que je vais en parler tout de suite, les études de validation sont très problématiques.
Donc ça donne quoi? Ça donne lieu à des faux positifs, ça donne lieu à des corrélations avec des traits qui sont adaptatifs, qui sont liés à la santé mentale. Donc ce pourquoi explique les associations avec l'autodétermination théorie et avec le fait qu'il n'y a jamais rien, il n'y a jamais aucun lien avec la dépression, l'anxiété, sauf quand on intègre l'aspect eating disorder. On va en parler tout de suite. Donc, si vous allez voir des autres échelles, c'est des échelles qui ont été réalisées avec généralement des étudiants. Rien de mal avec ça, mais bon, voilà, généralité des résultats. Donc, des gens qui font l'exercice régulièrement. Le problème, c'est que dans ces échelles de validation, on ne sait même pas quelles sont les doses, les patterns d'exercice physique qui sont réalisés. Donc, le truc de recrutement, c'est vous faites de l'activité physique, vous faites de l'exercice physique, et puis on ne sait même pas quelles sont les doses. Il y a très peu de ces études qui incluent des mesures qui pourraient être signes de détresse psychologique. Et quand elles les incluent, il y a par exemple pour l'anxiété, au plus vous êtes addict, au moins vous êtes anxieux. Et encore une fois, ces études ont été publiées et pas en disant « Ah ben, finalement, on a voulu faire une approche confirmatoire, ça ne marche pas trop ». Non, ici, c'est vraiment, ils disent « Non, ok, donc vous voyez, ça marche, ça peut être validé. » Je ne comprends pas. Donc, ici, on est vraiment sur un des aspects qui est peut-être représenté, c'est une corrélation positive avec des troubles, des troubles alimentaires. Okay, donc, on peut peut-être se dire... Ok, si on parle d'addiction à l'activité physique, ou si on parle en tout cas de troubles psychologiques liés à la pratique excessive de l'activité physique, alors il y a peut-être une problématique de troubles alimentaires. Par exemple, il y a des études qui ont démontré que quand vous... notamment cette étude de Mond, où il y a des associations négatives entre addiction ou positives entre addiction et dépression. Cette association, elle disparaît lorsque vous contrôlez l'impact et l'effet de score de eating disorder. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet lien, il peut être expliqué en fait par l'impact des troubles alimentaires. En 2003, avant toutes les publications de ces échelles, il y a des études de Bomber, des études qualitatives où ils ont fait des interviews de malades sur plein de personnes qui correspondaient à ces critères de dépendance à l'addiction physique. Et là, l'addiction à l'activité physique. Et voici la conclusion. Excessive exercise is unlikely to be associated with impairment in psychological functioning in the absence of eating disorder psychopathology. It may, however, be a useful indicator of such psychopathology. Avant même la publication de toutes ces échelles. Donc la réponse, elle était déjà là, il a près de 20 ans. Alors, évidemment, dans la littérature, par rapport à ça, ils sont donnés comme mission de se dire, OK, souvent, c'est une sorte de trouble secondaire. Vous avez un trouble alimentaire et vous faites de l'activité physique pour pouvoir coper, qui est associé à cette problématique de trouble alimentaire. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si cette addiction à l'activité physique, elle peut être présente en l'absence de tous ces troubles. Le souci, c'est que ils utilisent des critères DSM et souvent ils se disent « Ok, notre échantillon, il ne souffre pas de troubles alimentaires. Regardez, il ne correspond pas aux critères DSM. » Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quand même une problématique sous-jacente de troubles alimentaires. Il y a énormément, même dans ces groupes qui ne correspondent pas aux critères DSM, il y a le niveau de troubles alimentaires, de préoccupation pour le poids, l'alimentation et tout ça, reste très, très élevé. Donc, c'est assez illusoire aussi de se dire, OK, il y a un trouble primaire, il y a un trouble secondaire. Et là, évidemment, je fais écho au travail, à la conceptualisation de cas qu'un clinicien doit faire par rapport à cette problématique. Également, je parlais des motivations au niveau du continuum de l'autodétermination. C'est jamais qu'une dimension. Souvent, c'est un composant, une dynamique de motivation. Donc, parfois, vous allez pouvoir
avoir de la motivation, pas la motivation, de la motivation introjectée, donc basée sur un peu de la culpabilité, mais également un plaisir à faire votre activité. Okay, donc, je dis ça pourquoi? Parce que dans la littérature, ils sont dit après, OK, chez les athlètes, c'est plutôt le burn-out alors. Puis il y a ce côté de primaire, secondaire, avec il y a le truc de poids. Alors on va essayer de se centrer sur les gens qui pratiquent du fitness beaucoup. Parce que eux, ils ont vraiment, il y a vraiment d'office des motivations qui sont liées à l'apparence physique et tout. Ouais, peut-être, même quand c'est prédominant, ça ne veut pas dire que la personne, elle n'a pas de motivation intégrée, elle n'a pas de plaisir à avoir. Ça ne veut pas dire non plus que si vous faites une activité physique pour votre apparence, vous n'avez pas des motivations également de compétition. Je ne sais pas, moi, il y a des personnes qui sont en fitness, comme j'ai dit, qui se préparent peut-être pour une compétition de basket parce qu'ils doivent faire des renforcements musculaires, des choses comme ça. Donc, c'est aussi assez illusoire de devoir catégoriser un type de population, un type de pratique par rapport à une motivation particulière. Et ça, c'est, je trouve, bien représenté dans cette étude de cas de Szabo. Attila Szabo, c'est un petit peu, il publie à la fois pour le construit d'addiction à l'activité physique et à la fois une publication sur deux, il dit que ça ne sert à rien. Donc j'ai un petit peu du mal à lire un petit peu son approche. Mais en tout cas, ce papier est très intéressant où il interviewe une bodybuildeuse et à la base, c'est vraiment des questions où on reste sur le composant d'addiction. Et au fur et à mesure de l'interview, ça va être, oui, mais moi j'adore ça, ça m'a permis de m'ouvrir, ça m'a permis de ressentir que j'étais compétent, blablabla. Et puis progressivement, je me suis tourné vers la compétition. Donc par rapport à des études qualitatives, ces études qualitatives-là, on voit vraiment toute la complexité qui est associée à une pratique excessive qui peut parfois être aussi maladaptive et source de souffrance chez une personne à un moment particulier de sa pratique. Alors c'est très bien tout ça, tu punches dedans, mais qu'est-ce que tu proposes? Alors, différentes choses. On a une étude actuellement avec Joël Bilieu et Maëva Flayel où on s'est intéressé à juste l'idée d'un point de vue vraiment empirique. Comment est-ce que si on parle de binge, donc le fait de faire ce comportement de manière importante en un court laps de temps, comment est-ce que ces conduites de binge corrèlent par exemple avec des construits de psychological distress comme l'anxiété, la dépression, la somatisation. Donc par exemple ici, vous pouvez voir le résultat d'une bête analyse de régression multiple où au niveau de la binge drinking, ça corrèle positivement avec la dépression. Donc au plus vous êtes en binge, au plus vous êtes déprimé. Voilà, une association. On a fait ça avec d'autres conduites. Et dans le binge physical exercise, il y a rien. OK? Donc, quand on compare entre toutes ces conduites, on peut déjà voir qu'au niveau des patterns de binge, d'excès, il y a un impact différent des conduites. Moi, j'adore le travail qui est réalisé actuellement par Ismaël Muela, qui est doctorant à l'Université de Granada, et José Parales, qui est son superviseur, où eux, ils se sont dit, on va garder ce côté interconduite et on va vraiment s'intéresser à l'aspect compulsif. On va vraiment s'intéresser à ces aspects-là. Donc, on parle d'inflexibilité, on parle de rumination, on parle de trucs. Vraiment, on se dit, OK, est-ce que ces conduites, elles peuvent être exercées de manière externe? Est-ce qu'on peut atteindre un degré de compulsivité au sein de toutes ces conduites? Et si oui, qu'est-ce qui corrèle avec quoi? Alors le souci, c'est bien, je pense c'est une approche qui est intéressante. Le souci, c'est qu'on peut aussi un petit peu être dans un truc où on est confirmatoire. On va rester dans la compulsivité, on va parler des mêmes types de critères entre chacune des conduites. Donc ça peut, en parallèle aussi, on peut utiliser et j'en finirai par là, des mesures qui sont de compulsivité ou de pattern inflexible qui sont centrées sur l'activité physique, avec des recherches qui s'intéressent vraiment au caractère idiosyncratique, donc particulier, de la conduite. Donc moi j'aime bien les travaux de Groove, par exemple, qui ont proposé une échelle qui est centrée sur les processus liés à les composants d'habitude. Donc ici, des processus qui sont censés donner des informations sur une implication dans le sport, pas comme une
nécessairement sous un continuum d'addiction, mais plutôt comme sous un continuum d'habitude qui varie selon son degré d'intensité. Et enfin, également s'intéresser d'un point de vue phénoménologique à, OK, on s'intéresse beaucoup à initier et maintenir l'activité physique, parce que c'est bon pour la santé, physique et mentale, mais également peut-être se poser la question de quand tu vas à faire ton activité physique et quand tu sens que c'est un peu excessif, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les stratégies d'autorégulation qui sont faites? Est-ce que tu fais d'autres activités? Est-ce que c'est dans l'autocontrôle? Donc, on a réalisé ce type d'études, notamment avec les médias sociaux. Et donc, ça permet non seulement d'avoir une bonne connaissance de, ici en l'occurrence, que les ados ils font au quotidien pour gérer leur usage de réseaux sociaux, donc ici ce sera les sportifs, mais également de voir cet usage de routine, d'autocontrôle, elles corrèlent avec quoi, elles veulent dire quoi. Ici en l'occurrence, on a vu que les personnes qui... l'autocontrôle est beaucoup plus présent chez les personnes qui sont souvent sur Facebook, okay, parce que voilà, c'est dans leurs habitudes, donc elles doivent beaucoup se contrôler. Et des personnes qui n'en ont absolument rien à faire de Facebook vont être beaucoup moins dans l'autocontrôle. Donc on est dans une dynamique aussi, on se dit, le changement, ça passe aussi par de l'autocontrôle, des aspects qui sont liés à la conduite qu'on veut réguler, mais également, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce trou comme ça dans notre horaire, on avait nos 2 heures de fitness, est-ce qu'on diminue, est-ce qu'on fait complètement autre chose? Donc ça vaudrait la peine également de se poser les questions sur comment est-ce qu'on fait pour changer les conduites maladaptives quand elles le sont chez les individus qui souhaitent le faire. Et donc voilà. Donc c'est une approche, des approches complémentaires qui permettraient de mieux comprendre quels sont les tenants et les aboutissants des conduites maladaptives d'exercice physique, en prenant un petit peu distance par rapport à cette approche confirmatoire qui n'a pas, en tout cas à notre opinion, ce qu'on décrit dans cet article, ce commentaire, qui est loin d'être optimal pour comprendre les sources de stigmatisation, surtout pas mal d'athlètes de musculation que moi je suis au quotidien qui sont très stigmatisantes pour eux quand on compare souvent à des drogués du sport. Merci beaucoup.